Voilà, alors, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue pour ce conseil municipal. Dans ces conditions de distanciation, etc. Donc, je pense que nous avons pris toutes les précautions nécessaires. Et je salue aussi toutes les personnes, qui sont de plus en plus nombreuses d'ailleurs, qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, sur Facebook et sur le site de la ville. Voilà, alors je vous propose tout de suite de désigner le secrétaire de séance, qui est une secrétaire de séance. C'est toujours dans l'ordre alphabétique, Audrey Brocal, qui va nous faire le pointage de la liste de présence. Pour cette séance du conseil municipal du 25 février 2021, Monsieur Jean-Louis Hurlet, maire. Présent. Monsieur Hubert Drenz, adjoint. Madame Bernadette Gillot, adjointe. Monsieur Jean-Claude Kiffer, absent excusé, donne procuration à Madame Nathalie Francis. Madame Nadia Moïb-Michler, adjointe. Monsieur René Bandol, adjoint. Présent. Madame Martine Flight, adjointe. Monsieur Alexis Yvon, adjoint. Madame Christine Gugelmann, adjointe. Présent. Monsieur Emmanuel Abella, adjoint. Présent. Monsieur Thierry Belin. Qui devrait nous rejoindre, je pense. Monsieur Hatim Bouenda, absent excusé, donne procuration à Monsieur Jean-Louis Hurlet. Madame Audrey Brocal, moi-même, présente. Monsieur David Chaparro, absent excusé, donne procuration à Monsieur Hubert Drenz. Madame Marie-Pierre Chiche. Madame Altena Dalipi, absente excusée, donne procuration à Madame Marie-Pierre Chiche. Madame Sophie Devoile. Madame Stéphanie Domenreuch, absente excusée, donne procuration à Madame Sophie Devoile. Monsieur Koutsi Essir, absent excusé, donne procuration à Monsieur Yann Parizeau. Madame Nathalie Francis. Madame Nicole Fullenwart. Madame Karine Huck. Monsieur Jean-Claude Moins. Monsieur Jacques Nicolas. Monsieur Yann Parizeau. Monsieur Ernest Conrad. Madame Christelle Laforêt. Madame Séville Arras. Madame Elsa Sivardi. Madame Nathalie Delion. Monsieur Gérard Chan. Monsieur Gérard Chimère. Monsieur Jean-Pierre Voyer, absent excusé, donne procuration à Monsieur Gérard Chan. Merci. Et donc, on voit que le quorum est atteint. Je vous propose d'adopter le procès-verbal numéro 6 de notre séance du 17 décembre. Il n'y a pas eu de remarques particulières. S'il n'y en a pas en séance, on peut considérer qu'il est adopté. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Je vous remercie. Et comme il est de tradition, je me permets de donner lecture des points à l'ordre du jour pour retenir ceux que vous souhaitez voir développés. Premier point, subvention aux associations pour la distribution des cahiers de Bischheim. C'est les associations qui distribuent les cahiers de Bischheim qui, au prorata du nombre de revues distribuées, ont donc cette subvention qui a passé, elle était longtemps à 70 € le 1000 et a passé à 80 € le 1000. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Deuxième point, c'est l'avis à l'EMS concernant la dépollution et déconstruction du 48 route de Bischwiller. C'est l'immeuble de l'ancienne pharmacie. Voilà, c'est l'Eurométropole qui a acquis cet immeuble au mois de janvier, qui doit donc procéder à sa déconstruction. Et nous sommes amenés à donner un avis que je propose favorable. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le bilan des transactions immobilières en 2020, ça s'est limité à 2 opérations. Celle de la bijouterie Grasse, qui, vous l'avez vu,
a vu une petite occupation précaire qui fonctionne très bien. C'était le souhait de pouvoir utiliser ce bien avant qu'il rentre dans le cadre d'une grande réflexion urbanistique sur le centre de Bischheim. Et la deuxième, c'était l'acquisition de l'eau 3941 avenue de Périgueux. C'est ce qui est la fermeture, la serrure d'un terrain derrière que nous souhaitons privilégier et préserver. C'était une communication, donc je crois qu'il n'y a pas de vote là-dessus. Nous prenons acte. Ensuite, nous avons quelques délibérations concernant des ressources humaines. Si vous le permettez, je voudrais vous faire une petite remarque globale sur l'ensemble de cela. Un certain nombre d'entre vous étaient à la commission technique, donc ils en ont déjà eu connaissance. Le principe de ces délibérations, c'est une mise à jour des régimes d'astreinte, des versements des indemnités horaires pour heures supplémentaires, un régime indemnitaire de la filière culturelle, concerne essentiellement l'école de danse et de musique, et le régime indemnitaire de la police municipale, c'est les 3 agents qui sont en place en ce moment, un régime indemnitaire pour l'utilisation d'une langue étrangère, ce sont 2 agents qui sont concernés, notamment la bibliothèque, et enfin une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction. Un seul agent, notre directrice générale, est concerné. Voilà. Donc, pourquoi passons-nous ces délibérations ? C'est que l'ensemble des primes qui étaient instaurées par une délibération de 2002, ces délibérations sont devenues caduques puisqu'elles concernaient également des primes qui ont disparu depuis l'instauration du RIFZEP en 2019. Le régime indemnitaire, forfaitaire, enfin, etc. Donc un certain nombre de primes n'ont plus lieu d'être puisqu'il y a le RIFZEP, mais certaines sont restées. Et donc notre trésorier, pour se mettre en conformité, a souhaité que nous passions des délibérations carrées et donc pour sécuriser les payes des agents non concernés par le RIFZEP, il semble donc nécessaire de remettre à jour ces délibérations. C'est ce que nous proposons. Alors pour les astreintes et les heures supplémentaires, c'est les montants réglementaires qui ont toujours été payés, mais pour qu'on puisse continuer de les payer, il faut ces délibes. Et les autres primes, donc nous nous sommes calés sur le maximum possible, mais ce n'est pas le cas pour tous les agents, puisque comme prime, voilà. Donc, mais au cas où on souhaitait les augmenter. Voilà. Donc, si vous le permettez, il y a une remarque globale pour ça ? Non ? Donc, si vous... Oui, Gérard ? Je confirme que ce sont beaucoup de points techniques, de remise à jour, de choses qui ont été débattues, comme tu l'as dit, en commission technique, qui ont été validées d'ailleurs par les commissions. Bon, voilà. Alors, je voulais rajouter que le comité technique a validé, c'est-à-dire que l'ensemble des représentants élus ont voté pour, et les représentants syndicaux, pour l'un ou l'autre, se sont abstenus, mais je veux dire que globalement, même avec quelques abstentions, le vote est réputé positif. Et donc, nous pouvons aujourd'hui voter ces délibérations avec la mention avis favorable du CT. Alors, je les prends quand même l'une après l'autre pour question de régularité. Alors, il y a l'actualisation du régime des astreintes. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Le régime indemnitaire de la filière culturelle, pas d'objection, pas d'abstention. L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, pas d'abstention, pas d'objection. Le régime indemnitaire de la police municipale, pas d'abstention, pas d'objection. Le régime indemnitaire pour utilisation d'une langue étrangère, pas d'abstention, pas d'objection. La prime de responsabilité des emplois administratifs et de direction. Pas d'abstention, pas d'objection. Alors se rajoute le plan de formation. Alors bon, je crois pouvoir dire que toutes les demandes ont été prises quasiment en compte. Enfin, voilà, ça a été aussi travaillé avec les encadrants, avec aussi dans le cadre du dialogue social. Hein, voilà, donc enfin, ça a été aussi validé. Donc je vous propose également de valider ce plan de formation. Il n'a pas fait l'objet de remarques particulières en comité technique. Voilà. D'accord. Donc, pas d'abstention, pas d'objection. Et ensuite, il y a la création de 2 emplois permanents. Là, c'est des personnes qui ont réussi des concours. Et donc, pour pouvoir les nommer au poste qu'ils ont, on crée donc
2 emplois permanents qui seront remplacés par des suppressions, etc. Voilà. Je pense que là aussi, bon, voilà, donc M. Belin est présent. Voilà. Après ces petits hors-d'œuvre, nous avons des délibérations concernant notamment l'école Atome. Donc le premier point, le point 12, c'est la réhabilitation et extension, mais c'est l'approbation de l'avant-projet détaillé. Si vous le proposez, oui, on le retient tous, puisque... D'accord. Voilà. Donc ce point est retenu. Par contre, bon, il y a le 13 qui est la mission de maîtrise d'œuvre, le forfait définitif. On peut considérer comme adopté. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Et la délibération suivante, c'est pour essayer d'avoir des subventions. Donc, la première, c'est la dotation de la politique de la ville. Alors, ça ne veut pas dire que nos souhaits seront réalisés, hein, mais bon, il faut au moins demander. Donc là, je pense qu'il n'y a pas d'opposition ou d'abstention pour cette demande, y compris pour le 15, qui est la DSIL exceptionnelle, dotation de soutien à l'investissement local pour ce projet. Donc là aussi, j'espère que vous êtes d'accord que nous fassions cette demande. Pas d'abstention, pas d'objection. Et puis je crois qu'il y a la même chose pour le projet Sapin Vert, le 16, qui est donc l'approbation de l'avant-projet détaillé, nous le retenons. Et puis bon, il y a la maîtrise d'œuvre, forfait définitif, qui est le même que l'appel d'offres, puisqu'on était dans un appel d'offres un peu spécial, qui était limité à un montant donc, qui n'évolue pas. On peut l'adopter, pas d'objection, pas d'abstention. Et puis aussi, on demande des subventions des SIL. Donc, vous demandez l'autorisation de demander ces subventions. Voilà, s'il n'y a pas d'abstention, pas d'objection, nous pouvons donc rentrer dans le vif du sujet en proposant peut-être à Christine Gugelmann de faire un petit résumé des activités passées à l'Eurométropole. Alors, j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'ensemble des délégués de Bischheim à l'Eurométropole en disant qu'il y a 2 sujets importants que nous aurons à débattre prochainement, qui est la ZFE, qui est la zone à faible émission, c'est-à-dire la suppression des véhicules les plus polluants, avec des calendriers, etc., qui sont en discussion. Et la deuxième, qui est l'amélioration du réseau de transport en commun, pour nous, de la... Est-ce que la porte est ouverte, là ? Ah. Qui est l'amélioration du réseau de transport en commun sur le nord, dont un des éléments pourrait être un morceau de tram à Schiltigheim. Enfin bon, bref, je crois que notre souhait, c'est d'avoir quand même un débat beaucoup plus large là-dessus. Donc pour préparer ces délibérations, nous aurons le 13 mars à 9h ici dans cette salle, commission réunie avec des élus et des techniciens de l'Eurométropole où vous pourrez... voilà. Donc Christine n'intervient pas sur ce sujet ce soir, on le réserve. Par contre, elle nous fera un petit rappel de ce qui s'est passé depuis notre dernier conseil. Et puis, on prendra les 3 points qui nous concernent. Bien entendu, le débat d'orientation budgétaire est retenu également. Christine Gugelmann. Merci, Monsieur le maire. Parmi les délibérations adoptées lors du conseil du 18 décembre, 2 délibérations relatives au fonds de concours intéressent plus particulièrement notre commune. La première délibération concerne le fonds de concours mis en place depuis 2011 à destination des bibliothèques, médiathèques municipales du réseau Passerelle, afin de soutenir financièrement les bibliothèques de proximité qui contribuent activement au développement de la lecture publique sur le territoire de l'EMS. L'Eurométropole verse aux communes membres de ce réseau le fonds de concours qui couvre 45% des frais de structure liés au bâtiment, c'est-à-dire l'eau, le gaz, l'électricité, téléphone, loyer, etc., à l'exclusion de toute autre dépense. Sur la base d'un état certifié de frais que nous avons présenté à hauteur de 70 800,35 € pour l'année 2019, l'EMS a alloué à Bischheim au titre de l'année 2020 un montant de 31 860,16 €. La seconde délibération concerne le versement de fonds de concours aux communes pour les plans d'eau à usage de baignade
Au titre de l'exercice 2020, il a été alloué à Bischheim le versement d'un fonds de concours d'un montant total de 110 375 € pour l'aménagement et le fonctionnement du plan d'eau de la Ballastière, 69 625 pour les dépenses de fonctionnement, 40 750 pour les dépenses d'investissement. Autre point important au niveau de l'EMS, le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 29 janvier. La présentation de la stratégie budgétaire pour 2021 est marquée par une évolution des indicateurs de pilotage financier que sont le taux d'épargne brute et la capacité de désendettement. Concernant le taux d'épargne brute, l'objectif retenu est un taux d'épargne brute socle de 7%, qui, après un premier seuil d'alerte à 10%, constitue le socle minimum pour permettre le remboursement des emprunts en cours, tout en conservant des marges de manœuvre pour le financement des investissements futurs. Concernant la capacité de désendettement, l'objectif de 8 ans maximum qui était recherché depuis 2012 devrait évoluer vers un seuil de 10 ans. Je vous précise qu'en 2020, l'endettement par habitant de l'Eurométropole de Strasbourg est de 1 175 €. Concernant la prospective en fonctionnement, les projections partent du principe que la DGF est attendue en baisse par rapport au montant notifié au printemps 2020. 78,1 millions attendus en 2021 par rapport à 79,6 millions d'euros versés en 2020. Une stabilité est ensuite envisagée chaque année. Il n'est pas envisagé de recours au levier fiscal. S'agissant des dépenses, le volet significatif est un retour à une évolution très dynamique des dépenses de personnel, avec l'hypothèse de création sur la période 2021-2025 de 250 postes, dont 100 postes pour des compétences eurométropolitaines, les postes compétences Strasbourg donnant lieu bien évidemment à remboursement intégral, avec une concentration de 80 postes créés sur 2021-2023. Concernant la prospective en investissement, le plan pluriannuel d'investissement est en cours de recalage afin d'intégrer les nouveaux projets de la mandature, réévaluer la pertinence de ceux jusque-là envisagés et phaser l'ensemble. Les projections de base reposent sur un montant d'investissement rehaussé à 220 millions d'euros annuels, avec 2 scénarios alternatifs de 250 ou 270 millions d'investissements opérationnels budgétisés chaque année. Pour mémoire, la moyenne annuelle de 2014 à 2020 était de 213 millions d'euros. La projection des recettes d'investissement est comparable aux exercices précédents. Le budget sera proposé au Conseil métropolitain du mois de mars. Le 29 janvier, le Conseil a approuvé la nouvelle stratégie de promotion de l'usage des vélos à assistance électrique. Pour ce faire, il a été adopté la mise en place d'une démarche d'aide à l'achat sous forme de subventions aux particuliers, conditionnée à des niveaux de revenus appréciés en fonction des quotients familiaux définis selon la grille de la tarification solidaire pour les abonnements de transport en commun. 3 montants d'aide à l'achat seront attribués. 500 € pour un montant de quotient familial de 0 à 560 €. 400 € d'aide pour un montant de quotient de 561 à 764 € et 300 € pour un montant de quotient familial supérieur ou égal à 765 €. Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette nouvelle stratégie de promotion du VAE seront précisées d'ici l'été 2021, suite aux travaux que l'Eurométropole de Strasbourg réalise actuellement avec les professionnels du secteur. Le prochain conseil de l'EMS aura lieu demain, le 26 février, à suivre en direct sur strasbourg.eu. Je vous remercie. Voilà, bon, je vous remercie. Merci, oui, c'est une objectivité remarquable, Christine. C'est une objectivité remarquable, un compte-rendu. Si tu permets juste que je rajoute un petit point qui n'est pas de passé, mais de demain à l'ordre du jour, il y a un point important qui concerne notre territoire. Je crois qu'on va voir le bout du tunnel maintenant de la question de la médiathèque Nord. Voilà, est soumis au vote une somme d'argent pour l'équipement intérieur. Voilà, on commence à voir le bout. Je le dis parce que c'est une vieille histoire à Bischheim, cette question de la médiathèque entre Bischheim et Schiltigheim, etc. On va arriver à la concrétisation maintenant de ce projet. Je remercie. Et je dirais qu'on pourra évoquer ça tout à l'heure au point, pas
prochain, mais le sapin vert, puisque c'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans cette continuité. Marie-Pierre, il y a un micro là ? J'avais une question concernant les développements doux et le VAE. Savez-vous si le crédit c'est Christine qui a fait le rapport. Si le crédit à l'achat du VAE est à un taux extrêmement bas et toujours d'actualité, ou il a été remplacé par l'aide selon le quotient familial? Pas eu d'indication sur le crédit, la fin de crédit. Là, ce qui est en discussion, c'est cette subvention pour l'achat, dont les modalités seront effectivement définies plus précisément d'ici l'été, puisqu'actuellement, les discussions sont en cours avec les professionnels du secteur. Voilà, l'idée, c'est que l'achat puisse se fasse chez quelqu'un qui fasse aussi des réparations. Voilà, pour éviter des achats sur Amazon, par exemple, etc., que ce soit pour favoriser le commerce local. Alors peut-être que nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet au conseil municipal, puisqu'il y a l'une ou l'autre commune qui a abondé un petit peu cela. Donc, mais il faut voir si ça a un sens ou pas. Enfin. Monsieur le maire, je pense que cette problématique éventuelle la réponse à la question sur le prêt dépendra certainement des modalités pratiques qui vont être affinées pour l'octroi des subventions. Donc voilà. On en saura plus ultérieurement. Merci. Donc, le point retenu concerne l'école Atome. Donc, nous avons un tableau qui résume l'évolution de ce projet entre l'esquisse qui avait été faite et qui avait été valorisée à un montant, et donc tout le travail qui a été fait, constatant un certain nombre de problèmes et essayant aussi d'améliorer ce projet. Tout ça, vous pourrez vous interroger tout à l'heure et Bernadette Gillot, qui a suivi le dossier, pourra vous répondre. Moi, j'ai simplement le tableau que vous avez devant vous. Donc, dans la phase du concours, on était sur un montant de 5 762 000 euros. Nous avons une mauvaise surprise de désamiantage supplémentaire, parce que je pense que cette école a été construite à l'âge d'or de l'amiante, où on n'a pas lésiné sur les quantités. Donc, c'est quand même 300 000 euros de plus. Ensuite, nous avons 267 500 euros pour le gros œuvre de l'école primaire qui n'a pas vocation à être démolie, à être réhabilitée. Pourquoi ? Parce que nous supposons qu'un jour, peut-être, il y aura des dédoublements de classes. Donc, le souhait du service était de prévoir des salles de classe dimensionnées pour pouvoir être scindées en deux sans un coût supplémentaire énorme. Donc, salle un peu plus grande. Donc, il y a eu des murs porteurs qui doivent être enlevés, reconstruits, etc. Ensuite, des demandes, des variations de programme, des améliorations, des demandes complémentaires, notamment liées un peu à la problématique que nous connaissons aujourd'hui, puisque nous sommes tous masqués, et donc il y a eu la Covid, et donc l'agrandissement de la restauration, non seulement pour avoir plus de distance, mais aussi pour accueillir peut-être plus d'élèves, puisque je pense que la demande de restauration va peut-être augmenter, et aussi des sanitaires complémentaires pour avoir aussi cette distanciation et cette souplesse. 210 000 euros. Ensuite, nous voulons faire un très grand effort en matière de verdissement et de réaménagement des espaces. Alors qu'on parle en ce moment à Strasbourg de refaire des cours d'école, de verdir, etc., nous avons un projet et je pense qu'il faut au moins profiter de cette occasion pour aménager de manière très substantielle l'espace extérieur. C'est donc l'ensemble du triangle qui concerne... Il y avait l'entrée de l'école en ce moment, devant l'école, qui sera intégré dans la cour
avec jardin pédagogique, mares, abeilles, enfin bref, etc. Mais ça, je laisse Bernadette le soin de vous expliquer après. Et aussi le verdissement de l'allée Blaise Pascal, qui n'a plus d'allée que de nom, puisque malheureusement, les plantations d'arbres n'avaient pas tenu le choc et on a dû les enlever à l'époque. Et donc, je pense que là aussi, refaire une véritable allée peut être intéressant. Donc, vous voyez qu'on n'a pas lésiné avec des plantations, etc., pour ce montant-là, mais je pense qu'on peut être exemplaire puisqu'on a la possibilité dans les travaux d'inclure ça. Ensuite, nous avons pris en compte la modification numéro 3 du PLU par anticipation, parce qu'en se dépêchant un peu, on aurait pu déposer le permis pour y échapper, mais je pense que c'est aussi un signe. Nous le demandons à nos partenaires qui construisent à Bischheim en ce moment d'anticiper, donc il faut aussi que nous donnions l'exemple là-dessus. Donc vous voyez quand même que le développement durable a un coût, hein, c'est 390 000 €. Et puis voilà, et puis il y a une petite variation qui est une variation normale entre APS, APD de l'ordre de 2%, donc 130 000 €. Voilà, donc je voulais vous détailler ces différentes évolutions, mais c'est tout le projet qui a évolué, qui a mûri, et qui est devenu ce qu'on vous propose aujourd'hui, ce avant-projet définitif, sachant qu'à cela se rajoute donc tout ce qui est maîtrise d'œuvre, qu'on a déjà délibéré tout à l'heure, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les frais liés à la sécurité, les bureaux d'études, etc. Voilà. Donc moi, je voulais simplement, pour rester dans la délibération, puisque la délibération consiste à passer de l'APS à l'APD, donc voilà comment en chiffres ça a évolué. Donc je vous cède la parole pour des questionnements que vous pourriez avoir sur ce sujet. Ernest Conrad. Moi, j'ai une question au niveau de la restauration scolaire. C'est bon ? Vas-y. Les 160 places qui sont prévues pour la restauration scolaire sont prévues uniquement pour l'école Atome ou par la suite on pourra intégrer les élèves de la République qui vont en ce moment au collège du Ride. D'accord. Autre question ? C'est plus une intervention, excusez-moi. Donc, merci, monsieur le maire. Donc, nous prenons acte de la réhabilitation et de l'extension de l'école at home pour le montant total que vous nous avez annoncé tout à l'heure. Donc, ceci est une belle avancée. Donc, je pense qu'on est même un peu en retard. J'interviens donc aujourd'hui. Donc, je souhaitais intervenir aujourd'hui au nom des enseignants et des parents pour le collège Lamartine et le lycée Marc Bloch. À l'heure où nous sommes dans un contexte sanitaire difficile et pour lequel nous devons faire face aux différents changements, j'aimerais attirer votre attention sur les points suivants. Pour le collège Lamartine, suite au rapport Mathieu Azéma pour la mission Territoire et Réussite qui préconise la suppression du label REP, nous allons être confrontés à moins de soutien aux élèves les plus fragiles, la destruction des réseaux REP, la dégradation des conditions de travail des enseignants, la perte de la prime et des avantages liés à l'enseignement en zone REP. Donc, délabelliser ne pourrait que produire une forte dégradation des conditions d'exercice dans les collèges et recréer des inégalités pour des enfants qui grandissent déjà dans un contexte social défavorisé. Pour le lycée Marc Bloch, je pense que vous en avez tous entendu parler, le rectorat annonce la suppression d'une classe de première générale alors que le nombre d'élèves est stable, la perte de 40 heures par semaine de moyens d'enseignement, ce qui équivaut à une perte de 10% des moyens en 3 ans, plusieurs postes d'enseignement, dont des postes fixes en maths et en français, des classes surchargées, des heures supplémentaires imposées aux autres enseignants. Quand on sait qu'une étude récente, l'étude CEDRE, réalisée par le ministère de l'Éducation nationale, a démontré une baisse considérable de connaissances en maths et français dans nos collèges pour la période de 2014 à 2019, et que cela concerne surtout les élèves de milieux défavorisés, quand on sait que Bischheim est l'une des villes les plus pauvres et que nous sommes sur un territoire fragile, à quoi bon mettre des millions sur des extensions si l'éducation nationale ne suit pas derrière ?
Le système scolaire est devenu un vaste système de gestion des flux. Il est très largement sous-doté en termes de moyens financiers et humains. À quoi nous sert-il d'avoir des beaux bâtiments si nous continuons à perdre nos enseignants et nos enfants par une réforme de coupe budgétaire? Face à tout cela, nous avons nous aussi notre mot à dire. Et c'est aussi à nous, élus, qui sommes sur le terrain, que revient la tâche de soutenir les revendications des enseignants et des parents, quels que soient nos engagements politiques. Voilà. Merci. Bon, je vous ai laissé aller jusqu'au bout, mais Merci. j'aimerais bien qu'on cible un petit peu. Là, on a un projet Bichat et moi. Je pense que ce que vous dites est éminemment intéressant. Je pense même qu'il y a des demandes en cours d'une motion, mais qui est venue trop tard et qui sera donc examinée au prochain Conseil. Voilà. Et vous, si vous avez le souhait de compléter ça par une motion, quelque chose, libre à vous de le proposer pour le prochain Conseil. Hein, voilà. Juste une question, je n'avais pas compris. Vous avez parlé que le projet aurait pris du retard, ou j'ai mal compris? Non, pas du tout. Non, d'accord, c'est bon, pardon. Non, oui, mais non, voilà. Oui. Gérard Chan. Oui, juste pour dire qu'on est en lien avec la question du jour. C'est vrai que ce projet est un beau projet. Ce projet est un projet où la ville de Bischheim met beaucoup d'argent pour avoir un équipement de qualité qui, évidemment, quand ces villes parlent de retard, c'est que cette école méritait vraiment. Elle aurait déjà dû, d'ailleurs, être mise à niveau bien avant, mais on aura l'occasion d'y revenir dans le débat d'orientation budgétaire, si une certaine politique de rigueur n'avait pas été en place depuis des années. Elle aurait déjà pu être faite. Mais revenons au projet. Le projet est un beau projet. Mais la question, et je sais que Bernadette est préoccupée par ça, la question c'est quid de l'ensemble. Les gamins, notamment du secteur qui regroupe l'école Atome, rentrent à l'école maternelle, vont en primaire. Après, il y a un collège, ils sont école orpheline par rapport au REP. Et après, il y a un lycée. Et déjà, au sein de l'établissement de l'école maternelle et primaire, il y a vraiment une question de moyens de l'État. Hein. Nous, on fait l'effort. Enfin, c'est l'effort de solidarité est normal. On va avoir un très bel équipement. Il faut maintenant que du côté de l'État, on fasse aussi des efforts sur ce territoire. J'en profite puisqu'on a eu un peu de publicité de que fait mon député quand il n'est pas sur YouTube. Peut-être qu'il est en train de nous écouter. Cher Bruno, président de la commission de l'éducation à l'Assemblée nationale, il y a là vraiment un secteur en souffrance, un territoire en souffrance par rapport à la prise en charge de l'école. Et je m'adresse à toi, tu vois bien que nous, on fait l'effort là de mettre un bel outil en place. Voilà, maintenant, la balle est aussi dans le camp de l'État pour nous accompagner pour la réussite de nos enfants qui le valent bien. C'était l'objet de notre... Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Nous avons un principe, c'est d'organiser nos débats à travers les présidents des 3 groupes. Nous avons une date où nous préparerons le prochain conseil. Je suis tout à fait prêt, Gérard, à ce que tu inscrivent cette problématique qui est voilà, qui ne concerne pas directement Bischheim, mais où nous avons à intervenir. Je crois que nos voisins de Schiltigheim sont sur le point de le faire aussi. Hein, d'accord ? Est-ce qu'il y a encore une question sur l'école elle-même ? Oui. Ouais. Alors, puisque tu citais Strasbourg en exemple par rapport à la végétalisation... en inspiration. Voilà. L'inspiration, je voulais savoir si on s'inspirait aussi de Strasbourg par rapport à la question, parce qu'il y a une deuxième avancée sur Strasbourg, je dirais, c'est ils travaillent sur le fait de dégenrer les cours d'école. Si ouais. dans le projet, on a tenu compte effectivement de cette question de lutte contre les stéréotypes de genre dans les aménagements aussi. Merci. Oui, donc pour Bernadette répondra, pour cette école, oui. Alors, on n'est pas... C'est le débat de faire autre chose dans les écoles existantes. On n'a pas encore... On est conscient qu'il faudra y arriver, mais pour l'instant, on se concentre sur un projet qui est quand même de plus de 10 millions d'euros, et puis on ne sait pas comment sont les subventions qu'on aura, etc. Donc, il faut le digérer. Voilà. Oui. Donc, Bernadette, il y avait la question de la cantine.
Et puis, si tu veux rajouter quand même, c'est ton projet, donc... c'est notre projet quand même. Alors, moi, je voudrais juste d'abord, je vous réponds tout de suite, je voudrais répondre à Gérard pour la question de l'école orpheline. Hein, je répète, une école orpheline, c'est une école qui n'appartient pas au réseau d'éducation prioritaire, mais qui a la même population que le réseau d'éducation prioritaire, mais qui n'en a surtout pas les avantages financiers. Or, pour cette question, il est vrai qu'elle me préoccupe depuis déjà des années. Et avec Nicole, nous sommes allés voir vendredi dernier le député Bruno Studer pour lui présenter tous nos arguments en faveur pour obtenir des moyens pour cette école. Donc j'attends la suite. Voilà, je tenais quand même à le dire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le projet Atome, certes, c'est des beaux bâtiments et tout, mais c'est un projet qui répond à la fois à des critères de sécurité, parce que comme vous l'avez peut-être vu sur les plans, l'entrée des écoles se fera à les Blaise Pascal. C'est un projet qui répond aussi à des demandes pédagogiques, puisqu'il y aura la possibilité de dédoubler toutes les classes, que ce soit en maternelle ou que ce soit en primaire. C'est un projet aussi qui s'inscrit pour permettre aux habitants d'avoir un point d'ancrage, puisqu'il y aura une salle polyvalente à laquelle ils pourront également accéder. Et ensuite, c'est un projet qui permet une ouverture sur l'extérieur, qui désenclave l'école Atome, pour arriver à faire de cette école aussi une école ouverte sur l'extérieur. Et ça, c'est quand même très important. La question de la restauration, alors oui, c'est une possibilité. Mais disons qu'on a augmenté les places parce que la population scolaire va augmenter. Comme vous le savez, on est dans un contexte sanitaire exceptionnel qui, à mon sens, se répétera encore. Et il nous faut aussi la possibilité de respecter la distanciation. Voilà. Voilà, alors je reviens au factuel. Je vous demande donc d'approuver le projet de réhabilitation et extension de l'école Atome tel qu'il ressort de l'APD et donc de retenir l'estimation définitive à 7 398 821 € hors taxe. Vous l'avez sur le tableau, et donc en 3 phases. La première qui est la restructuration extension de l'école maternelle avec la création du pôle commun et réaménagement partiel de la cour de l'école maternelle pour un montant de 3 871 000 €. La phase 2 qui est la restructuration extension de l'école élémentaire Atome pour un montant de 2 823 000 €. Et enfin, lorsque ce sera fait, la démolition de l'ancienne école maternelle, des modulaires, du logement, fin des travaux de la cour de l'école maternelle, réaménagement de l'allée Blaise Pascal, etc., pour un montant de 704 000 €. Voilà, et prend acte que les crédits affectés de cette opération seront inscrits dans les budgets primitifs à venir et autorise donc Monsieur le maire à solliciter les subventions correspondant auprès de l'État ou tout autre organisme susceptible de concourir au financement du projet. Est-ce que je peux mettre au voix? Quelqu'un est contre, quelqu'un s'abstient, donc cette unanimité, Bernadette, est un signe d'encouragement et de prise en considération de votre engagement. Voilà, il y avait aussi Nicole, il y avait les services techniques aussi. Je souligne aussi l'impact permanent de Claire Heitzmann, notre responsable des services. Dire aussi que Marie-Laure Legendre met aussi son grain de sel de temps en temps, n'est-ce pas? Donc, ce qui est tout à fait normal, mais enfin bref, je crois qu'il y a l'ensemble de l'équipe, des élus, etc., qui sont derrière Bernadette pour faire de ce projet quelque chose de remarquable. Voilà, alors espérons que le prochain projet sera tout aussi remarquable. Donc, c'est le projet appelé Sapin Vert. Voilà, est-ce qu'il y a... il y a une... Voilà. C'est qui appuie? Voilà. Alors, voilà, moi, je ne voyais pas. Alors, je profite de cela pour vous présenter Alexandre Michta. Alexandre Michta, qui est le responsable des affaires culturelles, qui vient de nous rejoindre il y a quelque temps.
de la belle ville de Saverne, et donc qui aura en charge donc la programmation artistique de la salle du Cercle, la coordination, puisque la personne qui l'avait était partie il y a quelque temps, donc on n'a pas précipité le recrutement, puisque malheureusement la programmation ne pouvait pas se faire. Il aura la coordination du pôle culturel, qui est composé de l'école municipale de musique, école municipale de danse, l'ensemble de la cour des Beuclins, avec bibliothèque, Cositech, musée, ainsi que l'organisation des événements culturels hors les murs et des actions culturelles dans les quartiers, et enfin la participation au pilotage du projet culturel et citoyen Sapavert pour l'administration. Voilà, donc l'ensemble de ce grand service qu'était le sport, animation, culture, jeunesse, etc., qui était chapeauté par Daniel Vispi, elle va nous quitter dans les prochaines semaines pour prendre une retraite bien méritée. Et nous avons donc profité, pour plus d'efficacité et de proximité, de diviser cela en deux, de confier à Anne-Laure Hamelin, qui avait déjà remarquablement géré les affaires sportives et la jeunesse, et qui prendra donc cela à plein, et les affaires culturelles, donc à part, avec Alexandre Michta, qui aura donc également ce projet à plein. Alors, c'est le même tableau enfin pas le même, c'est un tableau similaire que je vais vous présenter, y compris là, ce qu'on faisait, enfin, par rapport à ce qui a été fait pour l'école. Donc, c'était aussi une phase d'intention architecturale, donc on n'était même pas allé à un projet, si vous vous souvenez, pour simplifier. C'était donc une intention architecturale qui avait été globalement estimée à 1 600 000 €. Là aussi, quand on est allé au fond du projet, je parle immobilier maintenant, on est bien dans l'immeuble aujourd'hui, on n'est pas dans le fonctionnement, etc. Aujourd'hui, on est dans l'immeuble. Donc, il y a aussi du désamiantage, du déplombage, augmentation du gros œuvre pour la réalisation d'un sous-sol. On a pensé que c'était plus judicieux pour des locaux de stockage de le mettre en sous-sol, puisqu'il y aura un ascenseur qui pourra descendre. Donc, ça évite d'avoir des mètres carrés nobles en étage. Et le plancher ayant été a beaucoup souffert, il est donc proposé de refaire un plancher neuf en béton au rez-de-chaussée au premier. Ça permettra de supprimer des poteaux, on aurait même dû en rajouter, puisque je pense qu'à une époque, il devait être très chargé avec un nombre impressionnant de personnes, donc pour être dans la sécurité. C'est donc un supplément de 311 000. Ensuite, nous prenons aussi en compte la modification 3 du PLU, 72 000, au niveau essentiellement des conditions de chauffage, puisqu'on abandonne la chaudière gaz qui ne coûte pas cher pour d'autres moyens de chauffer plus cher. Ensuite, il y a les aléas liés à la crise sanitaire, avec l'augmentation du coût de l'acier. Et puis une variation sur d'autres postes avec les intentions architecturales, puisqu'on était parti juste d'une intention et on l'a donc transformé. Et donc là, c'est à peu près 15% de plus. Voilà, donc nous avons un avant-projet détaillé, définitif, qui est à 2 500 000 € hors taxe, avec là aussi les frais de maîtrise d'œuvre, d'assistance à ouvrage maîtrise d'œuvre, et l'autre frais lié à l'opération, 833 000. Donc le total est de 3 333 000 hors taxe. Voilà, en espérant aussi que nous aurons de bonnes surprises au niveau des subventions. Voilà. Donc ça, c'était la présentation du bâtiment. Maintenant, je laisse la place aux différentes questions qui pourraient être posées sur son fonctionnement éventuel, puisque ce ne sera pas hors sujet. Voilà. Gérard Chimère. Alors, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, nous allons nous abstenir pour ce vote. Mais je vais vous expliquer pourquoi on va s'abstenir. Évidemment, nous sommes ravis que ce projet, depuis longtemps promis, prenne enfin forme. Enfin. Malheureusement, comme à son habitude, la concertation avec le public concerné pour ce projet n'a pas eu lieu. Il existe à Bischheim, s'il est besoin de le rappeler, un regroupement d'associations sportives et culturelles qui n'a à aucun moment
n'a été contacté pour réfléchir à l'ensemble de ses besoins et l'utilisation de ce site. Alors, vous nous aviez promis de la démocratie participative. Il n'en est toujours rien. Alors, ne nous étonnons pas si des citoyens de Bischheim se saisissent de différentes problématiques existantes pour lancer des pétitions. Autre intervention? Gérard? Oui, dans le même genre. Gérard Schahn, oui, je précise. Oui, mais on est Mélange d'accord. pas. On est d'accord, Gérard Chimère et moi, parce que effectivement, c'est quand même un projet structurant pour le centre-ville de Bischheim. On n'est pas dans la construction, je dirais, d'une école où il y a un certain nombre de règles à respecter, de choses, etc., prédéfinies, même si c'est un outil ouvert sur le quartier avec une salle. L'école Atome, utilisation, et tant mieux, et où il y a eu des consultations des enseignants, des équipes, etc. Voilà. Ici, on est dans un autre type de projet qui a, comme l'a rappelé Christelle la dernière fois, été annoncé. Je me suis replongé dans les archives d'il y a un an. J'ai retrouvé des documents qui étaient effectivement annoncés dans des documents électoraux de votre équipe, mais qui étaient aussi marqués avec vous et pour vous. Nous le construirons ensemble, c'est-à-dire nous le décorerons ensemble, nous le construirons ensemble. Il y avait marqué d'autres engagements, associer, consulter, construire ensemble. Il y avait dans un autre document, nous n'allons pas promettre, nous allons faire ensemble. Et l'intitulé même de votre équipe, tous acteurs de Bischheim, était prometteur à ce niveau-là. Alors, parce que tous acteurs, dans acteurs, on peut entendre être actif, proactif, et je pensais vraiment que vous alliez mettre en place une méthode pour que les citoyens puissent être proactifs sur ce genre de projet. Et j'ai compris qu'en fait, acteur, ça voulait dire figurant, quoi, dans ce genre de projet. Donc, je me demande vraiment où sont ces promesses qui datent d'il y a un an pour un projet aussi important et aussi structurant pour ce centre-ville de Bischheim, et pas simplement au niveau d'un aménagement intérieur, voire des horaires d'ouverture. Alors je sais que vous avez promis des concertations là-dessus, sur la couleur de la tapisserie, et puis sur l'ouverture, les heures d'ouverture. Non, c'est la conception même, l'idée même de qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment. Donc, vous avez tranché. OK, on prend acte, cet équipement se fera, il aura certainement une utilité, etc. Mais la méthode ne nous convient pas, c'est effectivement pour ça que nous nous abstiendrons. Merci. Christelle Laforêt. Merci, monsieur le maire. En fait, moi, juste une petite réflexion. Le coût me paraît astronomique, 4 millions d'euros. Je pense que ça sera sûrement même plus. On avait déjà abandonné le dernier projet de 5 millions. Moi, je mets vraiment un bémol. J'entends tout ce qui va être fait, mais je pense que l'utilisation de ce bâtiment aurait pu effectivement... on aurait pu le donner à une association sous un bail emphytéotique, n'importe comment. Enfin, voilà, ça aurait pu être aussi une façon pour eux aussi de retaper l'immeuble. Ou encore, moi, j'y aurais vu... la possibilité de peut-être de proposer ce bâtiment à une école en immersion linguistique qui, en fait, ont énormément de subventions et énormément de demandes dans ce sens-là. Donc voilà, en fait, nous allons nous abstenir comme nous l'avons fait la dernière fois. Parfait. Plus d'autres questions. Donc, je laisse la parole à Martin Flight et à Emmanuel Abella qui... suivent ce projet et qui auront également en charge, contrairement à ce qui est ressenti aujourd'hui, de construire ce projet. Construire, c'est de l'humain, c'est pas de la brique. Construire ce projet pour donner satisfaction aux Bischheimois. Et je regrette le manque d'ambition de Christelle, qui m'a déjà montré qu'elle était plus ambitieuse, voilà, pour dire simplement que ce bâtiment, que les Bischheimois attendent, ils attendent que ça vive, et de dire simplement, bon, on le file à quelqu'un d'autre pour le bébé. Alors oui, bon, non, je ne le veux pas. Aussi, non. Je peux le dire aussi c'est ça, je regrette, c'est de dire il ne faut pas dépenser 4 Mais, millions. C'est pas 4 maire, millions, nous avons le droit c'est de 4 pas millions être d'accord TTC, sur le projet, et il y a des merci. subventions qui vont être déduites. Donc après...
nous avons un principe, et je l'ai, et je crois que toute mon équipe le partage, c'est quand on fait quelque chose, ou on le fait bien, ou on ne le fait pas. Voilà. Et on a toujours après des compliments quand un projet est réussi et objectif. La mairie, tout le monde dit que c'est pas mal, voilà, bon. On a aussi dit que c'était un projet pharaonique à un moment donné. Voilà, l'argent, après, c'est oublié, mais le projet lui reste. Et donc, je voulais, si on fait ce projet, il faut qu'il soit. Alors, il y a aussi tout l'arrière qui va se rajouter là-dessus. C'est le jardin qu'on va faire, etc. Voilà, bon. Emmanuel et Martine. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, je relève quelque impatience chez l'opposition. Je trouve ça très, très louable, et naturellement ça nous engage, mais en même temps je relève une petite pointe de mauvaise foi dans ce qui est formulé. Vous reprenez effectivement les éléments électoraux, puis je crois qu'il y a un article qui est paru aujourd'hui à charge. Je trouve que c'est une drôle de manière d'ailleurs de fonctionner en démocratie que d'utiliser un support de manière unilatérale. Je dirais simplement que oui, je confirme que nous construirons ensemble le projet Sapin Vert. Je dirais qu'il est par essence citoyen. Il deviendra, ne vous en déplaise, le laboratoire de l'expression citoyenne à Bischheim, parce qu'il n'est pas question simplement de murs, il est question d'un vrai projet, un projet qui sera construit avec, je confirme effectivement les éléments, et pour les Bischheimois, sur le mode de quelque chose qui a déjà fonctionné, et on a tendance à l'oublier, la Cositec a été construite dans les mêmes conditions, avec des ateliers de réflexion qui sont partis presque de rien, c'est-à-dire d'idées informelles, pour donner un nom non seulement au lieu, mais un mode de fonctionnement. Gérard, vous parlez de méthode. Cette méthode est en train de se construire maintenant, et la question de la concertation va être posée naturellement. D'abord, dans un premier temps, forcément, avec les conditions qui sont les nôtres, numériques, avant de passer effectivement sous la forme d'ateliers en présentiel, pour que, en temps réel, le projet Sapin Vert puisse naître en amont, je dirais au moment de sa construction, mais même une fois qu'il sera inauguré, pour qu'il devienne le vrai tiers-lieu dont on a besoin, en plus de ce qui a été fait déjà avec la Cositec, le vrai tiers-lieu dont on a besoin effectivement à Bischheim. Et là, je voudrais effectivement laisser la parole à Martine qui va nous exposer ce que c'est qu'un tiers-lieu et en quoi il devient forcément citoyen dans son mode de fonctionnement, mais même dans sa philosophie et son esprit. Oui, alors Emmanuel vient de parler de la Cositec qui a été construite effectivement avec les citoyens, dont certains qui étaient participants ici. Le but, c'est d'avoir un outil pour la population, pour la citoyenneté, qui soit un outil co-construit. Et la co-construction va débuter, on l'espère dès le mois de mars, par rapport à ce besoin exprimé par une population qui, la crise que nous connaissons, a beaucoup de difficultés à établir des relations sociales avec d'autres. Et le tiers-lieu, l'étymologie du tiers-lieu, c'est justement le troisième lieu. Le premier lieu, c'est le domicile. Le deuxième lieu, c'est le travail. Le troisième lieu, c'est un lieu social où on se retrouve. Et il a son sens, et tout son sens actuellement, mais il a son sens dans la co-construction. Et cette co-construction qui a été en amont faite par la Cositec il y a 3-4 ans maintenant, dans un lieu qui ne permet pas d'apporter tous les outils et toute l'accessibilité, parce que c'est une maison assez ancienne, la cour des Beuclins, va pouvoir, dans un immeuble où il y aura plus de 200 mètres carrés par niveau, avec la bibliothèque, documentation, lecture publique, etc., tout en haut, d'irriguer les premiers et rez-de-chaussée avec des projets citoyens. Et le but, il est vraiment là. Donc, alors, on va consulter, mais il fallait bien qu'il y ait un écrin. Et la modularité va être possible parce que, justement, il est prévu dans l'architecture que les plateaux restent le plus disponibles possible pour avoir une modularité
par la suite, et modularité qui va être construite avec vous, avec tous ceux qui voudront apporter leur pierre à l'édifice. Donc oui, nous sommes totalement dans une construction citoyenne. La réalité d'aujourd'hui ne permet pas d'organiser des réunions pour en discuter. Ce sera fait d'une autre manière, mais ce sera fait bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Gérard, Chan. Il y a quelque chose qui m'a surpris dans les interventions, notamment dans l'intervention d'Emmanuel Abella, qui parle d'un article à charge dont il semble nous attribuer de la paternité, qui serait paru aujourd'hui et qui, du point de vue démocratique, ne serait pas correct. J'aimerais savoir de quoi il s'agit, puisqu'il nous en attribuerait a priori la paternité. Pas du tout. J'aimerais bien qu'on se concentre sur... Dans ce qu'il a dit, il cite c'est une allusion simple à ce qui était formulé par M. Schmimmer, c'est-à-dire sur une pétition qui circule, qui a été relayée sur un site, avec un article effectivement qui nommément nous met en cause. J'estime, moi, que ce ne sont pas forcément des façons de faire. Et je ne sais pas si je peux vous en attribuer la paternité. Il s'agit d'une personne qui était sur votre liste. Donc voilà. Que des citoyens, si ça vous gêne, que des citoyens prennent des initiatives. Non, ça ne gêne pas qu'il y ait des pétitions. On est bien dans le fond. Nous donner la parole pour défendre. On est bien dans le fond du débat. Cet article n'a pas été écrit par nous. S'il vous plaît. Il ne faut pas mélanger les choses. La question du débat citoyen, elle est bien là. Ouais. C'est que vous avez visiblement du mal à accepter que des citoyens s'expriment. Je demande à ce qu'on retire cette intervention. Chaque chose en son temps. Nous parlons aujourd'hui d'un projet appelé Sapin Vert. Voilà. Merci. Donc, si vous le permettez, nous pouvons passer au vote, puisque c'est pas... Voilà, donc je vous demande d'approuver le projet de réhabilitation et extension Sapin Vert tel qu'il ressort de l'APD, avec un coût travaux arrêtés à 2 500 000 € hors taxe, de prendre acte que les crédits seront inscrits dans les budgets primitifs et autorise Monsieur le maire à solliciter les subventions correspondant auprès de l'État de tout organisme susceptible de concourir au financement du projet. Alors, qui est-ce qui s'abstient ? 8. Qui est-ce qui vote contre ? Je vous remercie et j'espère que vous serez surpris du résultat et de la manière dont ça va se faire. Voilà. Et puis nous avons quand même encore un sujet éminemment intéressant qui est le débat d'orientation budgétaire ou DOB ou ROB, voilà. Donc juste 2 mots d'introduction. L'ensemble des éléments généraux liés au contexte international, national, régional a été transmis. Vous me ferez grâce d'en donner la lecture. Je crois qu'on les voit tous les soirs. Donc aussi en introduction à ce débat, je vais dans un premier temps vous présenter les éléments réglementaires du rapport d'orientation budgétaire et du débat d'orientation budgétaire, puisqu'à certains d'entre nous ici, c'est la première expérience. Et dans un second temps, vous communiquez quelques chiffres clés en matière de dette et d'effectifs de personnel, donc avant que René Bandol, l'adjoint aux finances, assisté de Sandra Schmidt, vous expose donc les projets structurants mis en œuvre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un rapport d'orientation budgétaire, le ROB, et quelle est la différence avec le débat d'orientation budgétaire, le DOB ? Le rapport d'orientation budgétaire appelé ROB est un document présenté sous forme de rapport qui statue de l'état des orientations budgétaires d'une collectivité locale. Le ROB communal doit comprendre le plan pluriannuel d'investissement, PPI, avec la révision des dépenses et la prévision des dépenses et des recettes, la fiscalité locale qui tient aussi compte des hypothèses sur l'évolution des taux, le contexte économique avec les orientations du projet de loi des finances et les dotations de l'État, la gestion et la structure de l'endettement avec la présentation des différents ratios et indicateurs sur la capacité de désendettement, d'endettement et d'autofinancement de la commune, et enfin l'analyse rétrospective de la gestion financière de la collectivité. En clair, il doit permettre d'adapter le budget d'une collectivité territoriale grâce à des évolutions prévisionnelles
Concernant ses dépenses et ses recettes, en fonction de la fiscalité, de la tarification, des subventions et autres concours financiers, la commune peut alors statuer sur une estimation budgétaire cohérente. C'était le ROB. Le débat d'orientation budgétaire est obligatoire depuis la loi NOTRe de 2015. Il doit être appuyé par un rapport d'orientation budgétaire. Les deux documents sont complémentaires. La préparation du budget communal grâce au rapport d'orientation budgétaire est obligatoire pour les communes, régions, départements ayant plus de 3 500 habitants. Et pour toutes les collectivités locales de plus de 10 000 habitants, il est nécessaire de fournir en plus une analyse des effectifs. Le rapport d'orientation budgétaire est donc un document obligatoire qui permet de faire le point sur les finances locales d'une collectivité et de faire une analyse budgétaire complète. Les élus municipaux utilisent ensuite ce ROB lors du débat d'orientation budgétaire pour affiner les prévisions de leur cycle budgétaire. Le DOB permet aux conseillers municipaux, à vous toutes et vous tous, d'obtenir plus d'informations sur la capacité financière de la collectivité et donc de prendre les bonnes décisions budgétaires en fonction de leurs contraintes. Le DOB préalable doit être obligatoirement réalisé dans un laps de temps de 2 mois précédant le vote du budget primitif. C'est la première phase obligatoire du cycle budgétaire annuel. Donc nous sommes exactement à 1 mois puisque c'est le 25 mars que nous nous retrouverons pour le budget. Un petit mot rapide sur l'évolution de la dette. En 2012, la dette de la ville de Bischheim s'élevait à 1 248 € par habitant contre 955 pour une commune de la même strate, c'est-à-dire 293 € au-dessus de la moyenne. Ce niveau d'endettement largement supérieur avait engendré un certain nombre de recommandations de la part de la préfecture. Depuis, nous avons fait les efforts et réalisé en fin 2020 les objectifs d'une dette par habitant qui s'élève à 720 € contre 850 de la moyenne, c'est-à-dire passer de 300 € au-dessus à 130 € en dessous pour des communes de la strate identique. Cette saine gestion permet à présent d'envisager sereinement l'avenir. De nouveaux emprunts pourraient être réalisés afin de développer de nouveaux projets structurants pour les Bischheimois, et ce, sans détériorer les indicateurs financiers. Un tout petit mot sur les charges de personnel. En 2020, la commune a employé 315 agents au total, certains en temps partiel ou très partiel. Le coût de la masse salariale est de 10,5 millions, soit 69% des dépenses réelles de fonctionnement, contre 59% pour les communes de la même strate. 10% de plus de charges de personnel que les communes, la moyenne des autres communes de la même strate. Ce niveau élevé s'explique à la fois par de nombreux services proposés à la population, notamment en matière de petite enfance, mais également par la baisse des charges à caractère général, ce qui fait automatiquement que le taux s'inverse, la proportionnalité. Aussi, pour 2021 et les années à venir, la stratégie est la suivante. Mutualiser, réorganiser les besoins et les services. Privilégier les compétences internes par le biais de la mobilité ou par le biais de la formation et évaluer les remplacements au cas par cas. Le glissement vieillesse-technicité a bien sûr été pris en compte dans cette perspective financière, même sans nouvelles embauches. Il contribue à faire augmenter mécaniquement le coût de la masse salariale. À titre d'information aussi, 14 agents auront entre 62 et 67 ans au 31 décembre 2021 et 59 agents, donc y compris ces 14, auront entre 62 et 67 ans en 2026, soit des départs potentiels en retraite, puisqu'on peut donner l'âge, mais on ne peut pas savoir quand les gens décideront de prendre leur retraite et de renouveler les cadres de notre collectivité. Voilà, donc je cède la parole à René. Merci. Voilà. Donc le maire a annoncé un certain nombre de choses. Gérard Chan a vu que mon texte était rouge tout à l'heure, mais si vous me permettez d'utiliser votre couleur, je vais dire que les comptes sont au vert.
Et ils sont bons. Alors on peut revenir peut-être à la slide première, parce que le maire en a déjà abordé une partie, mais le nombre d'années d'endettement est passé à 2,9 années. Et ça, c'est quand même aussi une avancée extraordinaire, ce qui va nous permettre, on l'a toujours dit, un budget, ce n'est pas de l'argent en soi, c'est pour une politique, pour une vision, pour une mission. Après, on peut contester la vision, mais l'élément précédent dont on parlait, à savoir le sapin vert, était dans notre premier programme. Aujourd'hui, on va le réaliser. Ça a pris un peu plus de temps, mais ça va se faire. Ce qui est étonnant, c'est quand on conteste des politiques qui disent « je vais le faire » et qu'ils le font. Aujourd'hui, on commence à douter. Et quand ils le disent et qu'ils le font, on ne doute 2 fois plus. En tout cas, sur les comptes de notre commune aujourd'hui, on peut dire que vraiment les voyants sont au vert et que 720 € de dette par habitant par rapport à la strate moyenne, eh ben, on est en dessous et c'est très bien parce que ça va nous permettre de pouvoir faire des investissements qui, peut-être avec une pandémie ou autre, prendront encore du retard, mais nous essaierons autant que faire se peut et voire au-delà de tenir nos engagements. Concernant l'autofinancement, vous allez avoir la slide. Ça marche pas du tout. Vous avez la slide là ? Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, 3 102 000 au budget 2020. Les dépenses totales de fonctionnement dégagent 15% d'autofinancement. 5 600 € au budget 2021 pour les dépenses totales de fonctionnement qui dégagent 23% d'autofinancement. Là encore, une épargne nettement supplémentaire qui devrait permettre soit d'anticiper le remboursement de prêts, soit éventuellement de faire des nouveaux investissements. Là encore, une situation saine en progression. Les recettes de fonctionnement, encore une fois, nous le savons, reviennent de 58% des recettes fiscales, 35% des dotations de participation, l'État, la CAF et autres, et 7% des recettes tarifaires périscolaires, dont on a régulièrement une situation, école de musique et de danse. En cela, peu de changements. Les recettes d'investissement viennent de la cession de vente et de biens. Sur notre chère commune, on n'a pas toutes les années des ventes à réaliser. Évidemment, ça vient également par des subventions de l'État et du département. Le remboursement de fonds de compensation de TVA et taxes d'aménagement et emprunt en tant que variable d'ajustement. Le maire engage des dépenses. Régulièrement, nous demande de pouvoir acter sur des prêts qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser en fonction de l'actualité. Là, c'est une variable d'ajustement intéressante. Et nous venons d'en parler, le projet du sapin vert, enfin il arrive, le sapin est mûr. Il y aura évidemment, parce que vous en avez échangé tout à l'heure, une consultation. Je rappelle pour les plus anciens que sous l'impulsion du maire, on avait engagé un échange avec les bichaillements engagés sur d'autres objets. Et donc on était bien sur un élément démocratique et participatif. Le Covid ne nous a pas forcément permis de le rééditer, mais nous allons y retourner. Les écoles, Gérard Chan l'a dit tout à l'heure, la jeunesse, l'éducation est une priorité pour tout à chacun. Elle doit s'inscrire dans un dispositif, collège, lycée, mais on a la main aujourd'hui sur la première strate. Et il nous appartient d'envoyer ce message fort aux gens qui viendront accueillir nos enfants après, que la ville de Bischheim décide de faire le maximum pour les écoles du premier âge. Et après, ensemble, là, il n'y a pas d'ambiguïté, nous irons certainement avec notre bâton de pèlerin, interpeller qui de droit. Rénovation des gymnases Ride et Lamartine, ça s'inscrit dans la même veine, avec évidemment une variante si on est propriétaire ou pas des gymnases. Là, il y aura des négociations avec 2 projets quand même à 15 millions d'euros et qui sont conditionnés par des subventions. Le maire les a détaillés, il vous a demandé l'autorisation de pouvoir voter des subventions exceptionnelles. On n'est pas à l'abri d'avoir d'autres subventions auxquelles on ne pense pas, comme on n'est peut-être pas des fois à l'abri de ne pas avoir les subventions auxquelles on aurait droit. La reconstruction du groupe scolaire Prunelier et Oraker, 34 millions d'euros, un portage foncier à définir et une participation de l'ANRU à hauteur de 6 millions. Gérard Chan disait tout à l'heure, la médiathèque Nord arrive. Madame Laforêt a interpellé le coût du sapin vert. Lorsqu'on fait des travaux, et ce n'est pas Gérard Chimère qui va me contredire, on a un point de départ et souvent il y a des dépassements. La médiathèque, je crois, a subi un dépassement dont le montant est assez significatif. Et le développement durable, fil conducteur de la préparation budgétaire 2021, donc se retrouve dans les projets structurants, par les choix des futures installations, les dépenses courantes. Renouvellement du parc automobile, là c'est vrai que l'automobile, le maire en a parlé dans ses propos liminaires, est une question de société. À quand le diesel ou jusqu'à quand? À quand l'électrique et jusqu'à quand? Enfin tout ça. À quand, non j'allais dire le tram, monsieur le maire, mais ce n'est pas un sujet, le bus plus fréquent et autres. L'éclairage public, la végétalisation de la commune
évidemment avec en ligne de mire un projet de ferme urbaine. Voilà, on en a peu parlé, mais on l'inscrit et on y croit. Et là encore, toutes les intentions, toutes les idées, toutes les participations seront les bienvenues. Une meilleure qualité de service pour les administrés. Notre mairie est accueillante, elle est chaleureuse, nos agents s'y sentent bien. Et encore une fois, je pense que nos concitoyens y trouvent, comme le maire s'y était engagé, le maximum de réponses sur un rendez-vous. On n'a eu que des retours positifs. J'espère que ça va durer. Et les agents, avec la réorganisation dont le maire parlait tout à l'heure, ont une qualité de prestation qui, à notre avis, devient de mieux en mieux. Voilà pour cette présentation de ce dossier, monsieur le maire. Voilà. Et puis, donc, j'ouvre le débat. Ouais, Madame de Lyon. Monsieur le maire, mesdames, messieurs. Un peu plus fort. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le premier débat d'orientation budgétaire du mandat. Ce débat est prévu au Code général des collectivités territoriales et c'est un moment particulièrement important dans la vie politique de notre agglomération puisqu'il va permettre aux élus de prendre connaissance et d'échanger sur la base de l'orientation budgétaire proposée par l'équipe en place. C'est un moment fort pour la municipalité qui définit les axes majeurs de sa politique générale et la stratégie financière qui en découle. C'est le moment où la ville, tout en étant ancrée dans le présent, doit regarder l'avenir avec ambition. Le budget est ainsi fixé entre présent et avenir, entre idéologie et réalité, entre ambition et pragmatisme, au service des habitants. Alors bien sûr, ce budget s'inscrit dans un certain contexte national et local, aujourd'hui fortement perturbé, vous l'avez évoqué. La crise sanitaire a des conséquences économiques avec un ralentissement de l'activité et des conséquences sociales qui risquent de s'accroître. Parallèlement, notre modèle de développement est à bout de souffle, puisqu'il provoque en particulier, d'un côté, des déséquilibres sociaux avec l'accentuation des inégalités, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, et de l'autre, des déséquilibres environnementaux qui influencent le dérèglement climatique. 50 degrés l'été, ça sera une réalité pour nous tous ici en Alsace d'ici quelques années. Et enfin, le budget de la municipalité est contraint par différentes réformes fiscales en cours. Donc inévitablement, ce contexte pèse sur la vie publique et oriente les décisions politiques de nos villes. Alors, quelles sont les grandes lignes du budget proposé par la municipalité en place? Votre budget s'appuie sur la définition d'enjeux majeurs, de principes de gestion et de propositions de stratégie budgétaire. Ainsi, vous annoncez la mise en œuvre, je cite, de plusieurs projets majeurs, la réhabilitation de l'école Atome, la rénovation du bâtiment Sapin Vert, les gymnases Ride et la Martine, le projet groupe scolaire des Pruneliers et la poursuite des dépenses courantes. Ce sont de bonnes perspectives qui ne pourront que réjouir les Bichaïmois. Cependant, vous avez mis la patience des Bichaïmois à rude épreuve puisque le projet Sapin Vert était déjà dans vos promesses de campagne de 2014 et nous regrettons que la concertation promise autour de ce projet soit à ce jour encore la grande absente. On l'a évoqué tout à l'heure, j'ai bien noté qu'en mars, on allait commencer cette concertation. À voir donc. Réhabiliter l'école Atome et y prévoir l'accueil de nouvelles classes était devenu l'incontournable et en lien avec votre politique d'urbanisation forte de Bischheim. Question, aurait-on pu l'anticiper davantage? La rénovation des gymnases Ride et Sapin Vert est en cours de négociation avec l'EMS. Le coût de remise aux normes serait-il plus important que le chiffrage initial? La municipalité aurait-elle trop tardé à inscrire ces travaux au budget, provoquant ainsi un surcoût? C'est une question. Alors, en prenant connaissance des enjeux majeurs que vous définissez pour notre ville de Bischheim, nous sommes à la fois surpris et inquiets, tant votre vision nous semble déconnectée des véritables enjeux du XXIe siècle.
Quelle est la feuille de route pour la ville de Bischheim face aux triples défis environnemental, social et démocratique? Ces défis figuraient pourtant dans vos engagements de campagne. Pour autant, même entre les lignes de vos orientations budgétaires, le compte n'y est pas. Pour ce qui est de la mise en œuvre du budget, vous vous appuyez sur plusieurs principes de gestion. Poursuivre les efforts entrepris sur la section de fonctionnement, optimiser les recettes réelles, moderniser les équipements communaux et maîtriser durablement l'endettement. Sur la section fonctionnement, vous proposez une baisse des dépenses et une légère hausse des recettes. On continue donc à réduire le budget de cette section. Bien gérer la dépense publique est un objectif louable, mais prenons garde à ce que cette politique volontariste ne se fasse pas au détriment d'une certaine qualité de vie au travail et des moyens nécessaires à l'exercice des missions de service public qui sont indispensables au fonctionnement de notre société. La crise sanitaire en a été un révélateur. Optimiser les recettes nous semble être pertinent et doit être prolongé et accentué chaque fois que possible en recherchant systématiquement les aides qui permettent de financer les projets, y compris au niveau européen. Moderniser les équipements communaux consiste, sauf erreur de lecture, en grande partie à dématérialiser, augmenter la numérisation des services. Attention cependant à ne pas déshumaniser le service public et à ne pas laisser pour compte les citoyens en difficulté face à ces nouveautés. Pour finir, vous annoncez un budget d'investissement à hauteur de 2 millions pour les dépenses récurrentes et 3,5 millions pour les nouvelles dépenses, Atome et Sapin Vert, avec, vous insistez dessus, une volonté de maîtrise durable de l'endettement. Ainsi, les projets sont financés en grande partie par autofinancement et subventions, et pour le reste, par recours à emprunt, avec une stratégie d'emprunt global d'un montant, j'ai noté 5 millions sur la période 2021-2025. Votre proposition de budget suscite crainte et interrogation. Pour ce qui est de votre engagement en matière de développement durable, avant d'avoir vu votre projection, nous avions été surpris lors de la campagne électorale que vous partagiez avec nous certaines propositions pour les Bischheimois, qui plus est quand vous avez nommé un adjoint au développement durable. Mais à la lecture de vos propositions budgétaires, nous sommes inquiets pour nos concitoyens. Nous avons bien noté la budgétisation de plantations d'arbres et de quelques dépenses courantes en faveur du développement durable. Mais face à un dérèglement climatique aujourd'hui analysé comme un risque systémique pour l'économie mondiale, l'engagement est pour le moins timide. Avez-vous bien pris toute la mesure des enjeux? Est-il toujours question du projet de ferme urbaine? J'ai eu la réponse. De la mise en œuvre du plan climat, on n'en a pas parlé. Du soutien aux initiatives citoyennes dans le cadre du développement durable. Si oui, où sont les financements pour ces projets structurants de l'action municipale? Il n'était pas évident de les lire dans vos propositions. Pour ce qui est de votre engagement en matière sociale, où sont les moyens pour répondre à l'urgence sanitaire et sociale? Où sont les moyens de la solidarité? Où sont les moyens pour soutenir les projets en direction de la jeunesse? Où sont les moyens pour l'amélioration du cadre de vie? En ce qui concerne l'engagement pour la démocratie locale, quel est le budget au service de la démocratie participative? Là encore, peut-être un problème de lisibilité dans ce que vous nous proposez. En fait, ce budget, au service d'une politique d'austérité permanente, apparaît plus comme un budget de rattrapage qui permet de combler le retard pris sur certaines dépenses. Les investissements y restent contraints au service d'une dette par habitant que l'on a depuis des années contribué à faire baisser. 720 €, et vous l'avez rappelé, par habitant en 2020 contre 1248 en 2012. Nous avons bien compris que le trop d'endettement était au cœur de vos préoccupations. Alors oui, le niveau d'endettement de la ville de Bischheim est largement maîtrisé et est loin aujourd'hui, avec 2,9 ans de capacité de désendettement, des 8 à 10 ans que vous fixez comme seuil à ne pas dépasser. Alors oui, les grands équilibres budgétaires sont là et la ville bénéficie d'une gestion saine, et vous l'avez rappelé. Mais est-ce une fin en soi? Doit-on contraindre la vision politique au service du budget ou mettre le budget au service de la politique? Dans le contexte actuel, avec des taux d'intérêt faibles, l'heure est à la relance économique. L'idée est partagée par de nombreux économistes. Le gouvernement a mis en place
un plan de relance et la Banque centrale européenne a elle-même intégré la soutenabilité environnementale dans son mandat de gestion. Alors pourquoi ne pas desserrer l'étau de l'orthodoxie budgétaire et prendre part au soutien de l'économie par la dépense publique tout en visant une soutenabilité environnementale? Il faut bien avoir à l'esprit que la seule dette qu'on ne pourra rembourser, c'est la dette écologique. Les habitants ont besoin de services, d'infrastructures, de qualité de vie et de tout ce qui fait l'attractivité de la ville. Or, aujourd'hui, Bischheim perd des habitants. N'y a-t-il pas ici non plus de questions à se poser? Nous aurions souhaité pour Bischheim que les investissements et les choix qui sont faits la conduisent dans une transition écologique et dans la construction d'une ville solidaire qui prend soin des plus fragiles, et nous aurions aimé plus de lisibilité dans ce sens. Je vous remercie. Merci. Juste avant de donner la parole, vous avez souvent dit budget, budget. Non, c'est pour ça qu'il y a des choses... Non, mais c'est pas ça. Vous avez des choses qu'on retrouvera dans le budget, mais qui ne nécessitent pas, vu les montants, d'être dans le DOB et le ROB. Hein. Donc, je pourrais vous laisser surprendre. Peut-être qu'au budget, vous direz, tiens, voilà ce que je cherchais. Ou peut-être pas, hein, j'en sais rien. Oui, simplement, il y avait également la question de la lisibilité des enjeux. Et pour nous, les enjeux qui nous tiennent à cœur, à savoir des enjeux écologiques, n'étaient pas lisibles, suffisamment lisibles. Pas suffisamment. Pas suffisamment Voilà. lisibles dans les éléments que vous nous avez proposés. Voilà. Autre intervention, Christelle Laforêt. Merci, monsieur le maire. Il risque d'y avoir des petites redites. Donc le DEB, effectivement, a pour but de renforcer la démocratie en instaurant une discussion au sein de notre Assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de notre commune. Pour nous, il doit se concevoir comme un outil pédagogique, associant la majorité et l'opposition. Je tiens à remercier tout d'abord la directrice des services financiers ainsi que son équipe, car je pense que cela n'a pas dû être évident de travailler sur le ROB et sur le budget que nous verrons au mois de mars, dans la mesure où la commune est assujettie aux décisions et orientations politiques du gouvernement. La réforme de la fiscalité locale entraîne un bouleversement du panier de recettes du bloc local en dehors de la crise que nous traversons. Je vais pas revenir sur tout ce qui est suppression de taxes d'habitation, enfin tout ce qui a été dit dans le rapport. Vous l'aurez compris que l'État centralise de plus en plus. On dépossède les communes de leur autonomie fiscale, car à l'heure actuelle, le seul levier fiscal restant est celui du taux de la taxe foncière. Donc, ça pèse sur les propriétaires. Les communes devront attendre chaque année à quelle sauce elles vont être mangées et quémander de l'argent, être à l'affût de la moindre subvention du département, de la région ou de l'État. Sur la base du rapport d'orientation budgétaire 2021 qui nous a été présenté, la situation financière du Bischheim apparaît satisfaisante. Et effectivement, je pense qu'elle est au vert. La capacité de désendettement s'établit, d'après vous, à 3,9 années. La CAF est relativement correcte. Les dépenses de gestion se révèlent plutôt maîtrisées, même s'il y a une augmentation. Concernant les charges financières, donc tout ce qui est intérêt de la dette et tout, la réduction de l'endettement conjuguée à la baisse des taux d'intérêt a entraîné leur diminution. À la lumière de ces indicateurs, Bischheim se présente comme ayant des ressources propres limitées, effectivement, puisque son potentiel fiscal est traditionnellement faible, et dépendante de concours extérieurs, essentiellement par la DGF et le coefficient correcteur, qui est le différentiel, effectivement, entre la TFB transférée par le département et le produit de l'ATH perdu. Son autonomie financière s'en trouve évidemment réduite. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Je vous remercie pour une fois dans le rapport. Il y a effectivement la DGF, comme moi je le dis à chaque année, et vous différenciez bien effectivement la DSU, la DNPI et tout. Voilà, merci pour ça. D'une façon générale, il est souhaitable, en tout cas de mon point de vue, que le ROB soit enrichi d'une projection financière plutôt glissante sur les 6 ans. C'est-à-dire que c'est le premier budget du mandat. Je pense que pour avoir une vision plus complète sur les 6 ans, ça aurait été mieux. Et non pas effectivement sur les 2-3 ans, comme c'est le cas dans le PPI qui nous a été soumis. Donc effectivement, ceci afin de nous permettre de disposer d'un éclairage suffisant sur les équilibres financiers à moyen terme de la commune.
Ce type de prospective, véritable outil de pilotage, expose, et là je vais en fait particulièrement parler de ce PPI, qui est un véritable outil de pilotage, donc expose les hypothèses retenues en termes d'évolution de recettes et des dépenses de fonctionnement, l'absence d'effet ciseaux, et je pense que c'est effectivement important de le voir sur le PPI, l'évolution de l'épargne brute et de l'épargne nette. S'agissant de la CAF, on observe un tassement, puis une chute sur les 3 ans à venir. Vous le savez, nous sommes très attentifs à l'évolution à venir de l'autofinancement, puisque c'est l'indicateur principal qui nous démontre si notre commune pourra assumer les investissements futurs. Les investissements programmés. Nous avons un aperçu avec le guichet unique, l'école Atome, le sapin vert, la modernisation de l'éclairage public, les plantations d'arbres. Donc on attend les 1000 arbres pour les 6 ans à venir. Vous pourrez peut-être développer ce que vous entendez par acquisition foncière. À un moment donné, je n'ai pas tout à fait compris ce qui était noté. Le document que vous présentez ne tient absolument pas compte de l'évolution et de l'aggravation des inégalités et de la paupérisation de nos concitoyens et ne fait pas de propositions dans ce sens. Pourtant, notre DSU augmente chaque année car nous avons une population de plus en plus pauvre. Nous avons également une dotation au nom de la politique de la ville qui sont pour les QPV. De même, je ne vois effectivement aucun projet vis-à-vis des adolescents. Qu'en est-il des investissements pour la tranquillité publique ? Nous espérons que dans les prochains ROB, il y aura également une ligne budgétaire pour un budget participatif où des projets d'habitants pourront aboutir. L'évolution de l'endettement. Vous avez le choix de privilégier une part de financement par la dette avec un emprunt de 5 millions, ce qui peut se défendre, effectivement, puisque les taux d'intérêt proposés par les établissements bancaires sont attrayants. Il peut y avoir une bonne dette pour une commune lorsqu'il s'agit d'investir dans des projets tels que les écoles. L'évolution de la capacité de désendettement. C'est ici que nous devons être attentifs et ne pas y consacrer la totalité de notre épargne brute. Le PPI nous montre que sur les années 2021 à 2023, nous glissons irrémédiablement vers une baisse de notre CAF. En résumé, ce ROB 2021 de notre commune se révèle financièrement équilibré. Donc je parle bien de 2021. Mais politiquement, je pense qu'effectivement, il manque certaines choses. La question restant toutefois posée, comme pour l'ensemble des collectivités, de mesurer la capacité à maintenir cette situation dans un contexte où la réduction des charges, notamment les frais financiers et la masse salariale, a peut-être atteint son maximum. Je fais un aparté, monsieur le maire, pourriez-vous nous fournir au conseil municipal un organigramme à jour, s'il vous plaît, puisqu'il y a certains mouvements au sein des agents. L'évolution des équilibres financiers de la commune, et nous le constatons dans votre PPI, est fragile. Nous devons être vigilants et attentifs à la dépense, la rationaliser et la prioriser. Pour conclure, et je vais cette fois-ci souligner l'effort du gouvernement, ce qui n'est pas souvent le cas, sur la mission plan de relance de l'État. Donc, ce dont parlait Nathalie. En dehors de ce que vous indiquez sur l'enveloppe exceptionnelle de la DSIL, il existe des opportunités pour lancer des projets. Ce plan de relance et sa territorialisation offrent des opportunités aux communes, qu'il s'agisse des appels à projets, des subventions venant des opérateurs de l'État. Par exemple, la rénovation énergétique et modernisation des équipements sportifs structurants, notamment sur les gymnases. La fabrique des territoires, une AMI sur les tiers-lieux, les contrats de relance et de transition écologique. Les sources de financement sont nombreuses pour inciter les communes à lancer des projets, mais pas n'importe lesquels non plus. Merci pour votre attention. Voilà. Autre intervention ? Non. Comme on dépasse le couvre-feu, on n'est pas une heure près, quoi. Non. À Bischheim, on sait commencer les réunions à l'heure, on sait les finir à l'heure. René répond pour ce premier tour, comme on dit. Merci pour vos remarques et observations, dont certaines sont très intéressantes. Simplement pour le PPI, Madame Laforêt, on en a fait un sur 6 ans. L'obligation, c'est de l'obligation, c'est sur 3 ans. L'obligation est sur 3 ans, mais je pense que nous, on a fait une comme projection à 6 ans. Quand on commence un mandat, Madame Laforêt, je vais terminer ma phrase, je vous passe la parole après. Ça sera sur 6 ans. Et vous Donc, dites quelque chose que je n'ai pas dit. On a rempli nos obligations. Maintenant, vous l'avez dit, on est quand même dans un environnement très trouble, très impermanent. Et projection à 6 ans avec autant de variables, ça nous paraissait un peu délicat. Mais nous, on en a fait une pour savoir les grandes lignes de là où nous pourrons éventuellement aller. Les autres interventions ?
Sur les autres interventions, ce document, je dirais, est assez clair. Il reflète la politique que nous souhaitons mener, avec certainement des améliorations encore apportées. Je suis intimement convaincu que nous arriverons à consulter une grande partie des Bischheimois pour des projets qui sont des projets structurants. Je dirais aussi que les compétences en matière économique relèvent plus de l'Eurométropole en ce qui nous concerne, et où on est en train de travailler. Et je crois que même les services de l'Eurométropole sont conscients que ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, et puis, vous l'avez dit, on le redit, la marge de manœuvre d'une commune est très limitée aujourd'hui. C'est plus un cadre, hein, c'est quasiment un encerclement. Donc notre marge de manœuvre est assez limitée. Et je rappelle, parce que je crois que ça a été souligné, notre engagement de ne pas faire évoluer l'imposition le temps de notre mandat, nous. D'ailleurs, il faudra changer un truc sur une des slides. On a encore la feuille de taxe d'habitation dessus. C'est juste un petit truc technique, puisque la taxe d'habitation, maintenant, pour les communes, c'est fini. C'est juste compensée par une dotation de l'État. Non, mais voilà. Non, mais c'est il faut l'enlever, le mot taxe d'habitation. Non, mais... Mais qui la paye, mais elle n'est plus pour la commune. Jusqu'en 2023. Ah si, ouais, 2023. Bon, en partie, mais elle disparaît. Si ça rentre pour la commune, elle disparaît. Gérard, ça rentre pour la commune, ceux qui la payent encore. Hein. Oui, mais elle est amenée à disparaître de toute manière. Enfin, voilà, c'est 2023. Voilà, même s'ils ont reculé un peu le calendrier. Je rajouterais, juste aussi un mot. On vous a bien dit que l'emprunt était une variable d'ajustement, c'est-à-dire qu'emprunter, c'est vite fait. Il suffit de téléphoner et d'avoir un montant. Voilà. Mais je veux dire qu'il ne faut pas commencer par dire on veut emprunter tant et qu'est-ce qu'on va faire pour le dépenser. C'est l'inverse, c'est une variable d'ajustement. Et Gérard l'a dit déjà à plusieurs reprises que si on emprunte un peu plus, il sera derrière nous pour le justifier. Donc, ça dépend ce qu'on en fait, naturellement. Voilà. Donc voilà, l'autre élément, c'est que nos emprunts sont aussi en fonction de nos projets. On est en début de mandature, on a une capacité d'endettement. Vous nous dites, vous n'empruntez pas suffisamment. On arrivera en fin de mandature, on aura un endettement nettement supplémentaire, et vous nous direz peut-être, la ville est trop endettée. Donc là aussi, il faut que quand même l'endettement soit lié à des projets. Alors peut-être que vous trouvez que nos projets ne sont pas suffisamment agressifs, prétentieux pour la commune. On va tenter ensemble de réaliser ce sur quoi nous nous sommes engagés. Et à ce moment-là, on pourra ressortir notre prospectus d'élection pour dire que oui, on a pris des points, on les a tenus dans la majeure partie. Oui, non, on dit surtout aussi... Gérard, deuxième tour. Oui, merci, monsieur le maire. Non, mais on dit surtout que la question de l'emprunt, oui, évidemment, maintenant, c'est le moment ou jamais. C'est-à-dire que le problème, c'est que nous, maintenant, on a eu des politiques d'austérité menées par la ville qui ont donné des indicateurs à faire pâlir, c'est vrai, les capacités de désendettement et tout, mais la question de la dette, c'est pas simplement non plus de ne pas faire de dette. C'est la dette, c'est pourquoi faire. Et comme on n'a rien fait et que maintenant on est obligé de rattraper les retards, les deux gymnases sont dans des états déplorables depuis des années, et l'école Atome aussi. Les écoles, il y a eu du rattrapage sur le dernier mandat, mais l'ensemble du patrimoine municipal avait pris un tel retard qu'effectivement, là, on est encore en train de courir après. Et ce qui nous empêche d'avoir des investissements. Alors dans l'Europe, vous mettez en avant vos orientations, mais c'est vrai que la question du développement durable, elle n'apparaît pas. La question dans le projet, dans le PPI, l'agriculture urbaine et tout ça, vous en parlez. On verra le moment venu peut-être, mais on pourrait le mettre en œuvre dès maintenant si on avait réalisé les investissements nécessaires à un moment, quitte à être un petit peu plus endetté qu'on ne l'est actuellement. Vous mettez en avant des marqueurs qui vous sont importants, parce que la question qui est derrière, et on parlait, Nathalie l'a évoqué, de l'attractivité. Et quand on parle et tu le signales, Jean-Louis, assez souvent, Bischheim perd des habitants. La question de la perte des habitants, c'est pas ça. Pour pas perdre d'habitants, il suffit pas de construire. On l'a bien compris, ça. Non, la densification, etc.
C'est sur ce point où on n'est pas d'accord. C'est aussi la question d'autres marqueurs. Une ville est attractive par son dynamisme aussi, par la politique qu'elle met en place pour les jeunes, par ses modalités de déplacement alternatifs, etc. etc. Et les services qu'elle est capable de rendre à ses habitants. Mais je suis d'accord. Et le problème... Et ça, à Bischheim, ça a été négligé depuis trop longtemps, cette histoire-là. Alors, si je veux bien qu'on réduise encore les dépenses de fonctionnement pour dégager encore un peu plus d'autofinancement, mais il faut que le service soit au rendez-vous, parce que la population que globalement on souhaite attirer, puisque pour réduire, si vous voulez, la part du logement social qui est très important, la population qu'on souhaite attirer, elle va aussi demander du service en face. Et donc la question... je m'interroge sur la réduction des dépenses de fonctionnement. Ça me questionne. On a vu, Nathalie l'a très bien dit, au moment de la crise, l'importance du service public. On a redécouvert, pour certains, l'importance du service public. Ah bah oui, en cas de crise, si on n'a plus ça, on n'a plus grand-chose. Hein. Et puis, voilà, globalement, la question de l'attractivité, elle est fondamentale dans les politiques qu'on met en œuvre, dans la capacité à les mettre en œuvre, dans la capacité à rendre cette ville attractive au-delà de la construction et de la pierre, quoi. Hein. Et la question de l'humain, tu le répètes de temps en temps. Alors, il y a juste, on va pas le débat, on n'y sera pas, mais juste une chose. Quand tu dis tu ne vois rien pour le développement durable, c'est que tu es un peu aveugle. Parce que uniquement sur l'école Atome, il y a 1 million d'euros qui est lié au développement durable. Hein? Donc, je crois qu'on n'a quand même pas à rougir. Alors oui, on fera du développement durable, mais en application, en concertation avec les projets qu'on a. Les bâtiments, tout ça, il n'y a aucun souci de rénovation. Voilà. Non, mais il y a d'autres choses. Christelle a évoqué le budget participatif, la question... mais le budget, on n'est pas aujourd'hui... Le fait de mettre quelques sous dans un budget participatif ne rentre pas dans un débat d'orientation budgétaire. Vous l'aurez le mois prochain. On met en avant les marqueurs. Mais attends, on ne va pas mettre, si on prend la même proportion que nos voisins, débat budget, on ne va pas mettre ça dans un daube et un robe. Attendez le budget. C'est chaque chose en son temps. Là, c'était les grands investissements. Alors, effectivement, vous savez très bien que, vu les chiffres, si vous les additionnez, on n'est pas en capacité de le régler dans ce mandat, peut-être même pas dans le prochain. Mais il faut aussi avoir l'ambition. Quand aujourd'hui, vous nous dites, plusieurs ici, l'école Atome, on aurait pu le faire plus tôt. Oui, mais aujourd'hui, on est en train de prendre les devants pour un projet qui est beaucoup plus ambitieux encore, qui est le Prunelier-Lauracaire. Mais on sait très bien qu'on ne va pas sortir demain 35 millions du chapeau. Ça va se faire en phase. Mais si on ne fait pas l'étude maintenant, on aura de nouveau pris du retard. Donc le projet, c'est de dire, aujourd'hui, par rapport aux investissements, vous avez compris que ce qui est inscrit, qui démarre, qui est fait, qui est acté, c'est le projet de l'école dans son entité. On avait aussi voulu le morceler plus, de dire, bon, on fait une école maternelle et puis on attend, dans 4 ans, on fait l'école primaire, enfin bref. Là, on a pris la volonté de faire le tout le plus rapidement possible, y compris la verdure, les espaces verts, etc. Pourquoi ? Parce que tout l'Est a considérablement évolué. Les plus anciens le savent. Il y a 40 ans, il n'y avait rien. C'était que du logement social. Il y avait Guirbaden, la Sissi et le 1% de la Banque Populaire, plus quelques maisons le long de la rue de la Robertsau et de la rue du Marais, c'est tout. Et depuis, il y a quand même eu cette évolution. Et à côté du collège et du gymnase a été construit le parc des sports, le lycée. Et là maintenant, on a fait disparaître le métocel. C'était la première pétition que les gens ont envoyée à la mairie quand André Kleinmoser a été élu, de dire « on a tous peur que ça va exploser, enlevez-nous cela ». On a mis du temps pour l'enlever, parce qu'il fallait aussi que les choses, toutes les décisions qu'on prend ont des conséquences financières. On avait un no man's land d'à côté, on a au moins fait le parc du Guirbaden
qui a été quelque chose pour que la population... Donc aujourd'hui, tout l'Est commence à devenir le plus beau quartier de Bischheim. Et si nous tenons à ce que cette école soit remarquable, c'est qu'il faut aussi que la mixité se fasse dans l'école. Il ne faut pas que les nouveaux acquéreurs ne mettent pas leurs enfants dans l'école. Alors, ils avaient peut-être une raison en disant c'est vétuste, c'est sale, c'est froid, c'est machin et tout. Oui, ça c'est un argument. Aujourd'hui, dans une école moderne, l'argument est tout à fait différent s'ils ne mettent pas l'enfant et plus condamnable. Donc, voilà, c'est... Et alors, il y a des investissements qu'il faut faire. Bon, c'est le rôle de l'opposition de dire vous ne faites pas assez vite. Si on fait trop et on dépense trop, je l'ai dit. Bon, mais c'est de bonne guerre. Hein. Je l'admets. Et puis, je ne comprendrai pas l'inverse. Donc, on a ces projets. Pour les gymnases, je peux vous dire que par rapport à ce qu'on pensait mettre, les chiffres qu'on a ici, c'est une étude... une pré-étude, enfin c'est quelque chose de... Voilà, on a payé un cabinet pour faire ça, il est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a la demande du département pour les collèges. Mais là, la question se pose aussi. Le département est prêt à mettre 3 millions sur les 2 gymnases, 1,5 million. C'est ça? Mais ça, ce n'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, pour nos besoins bischheimois, et tu parlais des associations, aujourd'hui, les associations, ça leur suffit, les 2 gymnases pour le soir. Donc, le besoin qui est lié au collège, il faut que le département prenne plus. Hein, et sur le gymnase du Ried, qui appartient encore à l'Eurométropole, à l'époque, ça avait été chiffré à 620 000 euros de travaux, mais on ne tenait pas compte de tout l'impact écologique là-dessus. Voilà, si on veut faire du truc sur le toit, du photovoltaïque, la structure ne tient pas. Et si on veut que la structure tienne, il faut la renforcer. Donc tout ça, ça va dans des prix... voilà. Et donc, est-ce que 7,5 millions pour chacun des gymnases, avec uniquement 20% du département, moi, c'est un problème. C'est un problème. Donc je crois qu'on l'a mis. J'ai bien dit aussi que pour les projets existants, Atome, Sapin-Vert, il faut avoir un maximum de subventions, puisque c'est finalement le reste à payer qui est ce qu'il faut vraiment injecter dans les projets. Alors on essaiera de traduire un peu ces préoccupations. Sandra va écouter tout ce que vous avez dit au niveau des souhaits personnels pour essayer d'en intégrer quelques-uns dans le budget qui vous sera présenté aujourd'hui en un mois. Voilà. Je vous remercie pour ce débat. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec Gérard qu'il faut qu'on trouve à redresser la barre de la population selon des moyens et des méthodes à définir. Et nous sommes une opposition qui ne s'oppose pas, contrairement à ce que disent des collègues à vous à Strasbourg. L'opposition est faite pour s'opposer. Non, nous sommes une opposition qui est impatiente et exigeante avec la majorité. Mais de toute façon, à Bischheim, tout est exceptionnel. Bonne soirée. N'oubliez pas de mettre l'application. Voilà, est-ce que la liaison est coupée? Non. Alors je voulais encore saluer toutes celles et ceux qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous, d'écouter tous nos débats. Et voilà, bonne soirée à vous. À bientôt.